Bonjour à tous. Donc on va parler pendant 45 minutes, un peu moins avec, ou un peu plus avec les questions-réponses, on va voir de blockchain. Donc avec ce titre-là, tout ce que vous ne savez pas, probablement pas encore sur la blockchain. En général, je ne prends pas trop de risques parce qu'il y a toujours dans la salle au moins quelques personnes qui de la blockchain ne connaissent que le nom et le fait que c'est risqué d'investir en Bitcoin. Et il y en a d'autres qui connaissent pas mal de choses et qui en apprennent encore un peu. Donc j'ai commencé par rapidement un petit sondage pour savoir qui connaît quand même, allez, les principes de fonctionnement de la blockchain dans leurs grandes lignes. Ah, quand même pas mal de monde, d'accord. Ok. Qui a déjà développé sur la blockchain? Ok, personne. Donc, comme on est dans une conférence de développeurs et qu'une grande partie, si ce n'est la totalité d'entre vous, est des développeurs, il y aura une partie sur le développement pour un peu mettre le pied à l'étrier, puis vous expliquer, si vous voulez, en rentrant ce soir, commencer à développer des smart contracts, ce qu'il faut télécharger, puis vous verrez que ça va très vite. On va commencer, il y a deux parties. Une partie présentation générale des principes de fonctionnement. On parlera notamment de Bitcoin, parce que c'est la première blockchain et c'est celle qui est le plus répandue, la seule qui est vraiment en production, on va dire. Et puis d'Ethereum également, parce que c'est celle qui est le plus faite pour des développements. Puis aussi, c'est celle qui, pour ceux... Quelqu'un connaît The DAO? Ah, quand même. Et quelqu'un a entendu la faille de The DAO ce week-end? Connaît? Ok, c'est bien. Je pensais que beaucoup allaient être au courant, c'est pas le cas. Et d'Ethereum, parce que c'est là-dessus qu'on peut réellement développer. Avant d'expliquer ce que c'est, on va dire pourquoi ça existe et finalement pourquoi des personnes se sont mis en tête d'inventer une nouvelle technologie qui est, on le verra, très sensiblement, même assez différente de ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours dans nos entreprises ou pour nos clients. Pourquoi une nouvelle technologie? La raison, c'est que en fait, on s'est aperçu que alors que le web était au départ fait pour décentraliser et faciliter la communication peer-to-peer entre individus qui se trouvent à l'autre bout du monde, eh bien, au fur et à mesure de son développement, et notamment du développement de marchands, c'est devenu un endroit qui est hyper centralisé, et contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui est beaucoup plus centralisé que dans le monde réel. Quelques exemples, on prend les courses. Quand vous allez ici, si on fait un sondage, dans quel supermarché on a l'habitude d'aller faire nos courses, je pense qu'on aura quelque chose qui est à peu près équivalent entre un peu de Carrefour, un peu d'Auchan, un peu de Géric, de Cactus au Luxembourg, ça sera sensiblement égal. Sur Internet, on a une grosse majorité de gens qui vont sur Amazon. Les réseaux sociaux, c'est pareil, entre Facebook, Twitter, ça draine une grosse majorité du trafic, là on a quelques chiffres. Idem en fait pour quand on maintenant va vers le monde réel, quand on regarde les applications de transport à la Uber écrase le marché. Donc on arrive en fait avec le développement naturel, on va dire, d'Internet à un monde qui est hyper centralisé et beaucoup plus que le monde réel, ce qui a quand même quelques implications et ce qui induit quelques risques. Ce qui fait que les risques sont les suivants. Les utilisateurs, on va confier nos données et notre argent finalement à des sociétés qui sont complètement privées, qui souvent sont pas régulées. Amazon, bon, c'est régulé pas moins, on va dire, qu'un supermarché habituel, mais c'est très peu régulé. Aujourd'hui, pour ceux qui suivent un peu les discussions autour des réseaux sociaux, il y a une discussion, c'est à qui revient la responsabilité de supprimer les tweets ou les messages à caractère raciste qui sont interdits dans le monde réel. Dans le monde réel, eh bien, en fait, ces sociétés n'étant pas régulées, alors qu'une banque l'est, en fait, on sait ce qu'ils doivent vérifier, ce qu'ils doivent faire par eux-mêmes et ce qu'ils laissent aux régulateurs. De ce type d'entreprise, c'est très peu régulé, c'est laissé à des sociétés privées et à des sociétés qui pourraient, même si ça apparaît complètement aberrant du jour au lendemain, décider de tout et n'importe quoi sur leurs services. Demain, Mark Zuckerberg peut se réveiller et puis dire j'arrête Facebook, j'en ai marre, finalement, je mets tout mon argent dans une fondation pour développer l'Afrique. Et on est d'accord, c'est assez peu probable, mais c'est possible. Plus probable, Uber, qui le fait d'ailleurs, qui décide aujourd'hui, maintenant j'ai beaucoup de trafic, tous les prix vont augmenter d'un certain pourcentage pour tout le monde, mais en fait on n'a pas trop de moyens de changer ça. Et finalement ces sociétés vont utiliser, monétiser nos données et les services qu'elles nous vendent ou qu'elles semblent nous offrir, et ce sont autant de grosses single point of failure, pas forcément technologiques d'ailleurs, mais également business. On se rappelle de la faillite de certaines banques dans les années 2008. On peut avoir dans quasiment tous les pans de l'économie aujourd'hui des choses qui peuvent être assez semblables. Donc l'idée de l'invention de la blockchain, c'est pour éviter ça et faire en sorte qu'on soit capable progressivement d'inventer des niveaux de services à peu près équivalents, sans avoir en fait des acteurs hyper centralisés qui captent une grosse partie de la richesse et qui décident complètement
ce qui va arriver à leurs clients et aux services qu'ils développent. Donc passer d'un monde hyper centralisé où quelques-uns décident pour tout le reste, qui n'ont pas beaucoup d'autres choix que de s'y conformer, à un monde qui est beaucoup plus peer-to-peer et beaucoup plus décentralisé. On va voir en quoi. Les inventeurs de la blockchain, ou en tout cas des principes de la blockchain, sont des crypto-anarchistes des années même 60-70, qui avaient déjà écrit un certain nombre de manifestes sur une utopie un peu égalitaire qui serait possible par Internet. On voit que c'est presque l'inverse qui s'est passé. Donc l'idée, c'est de mettre en place la technologie et les moyens technologiques ayant évolué, des technologies qui permettent d'aller un peu plus loin. Donc décentraliser comment ? Donc décentraliser déjà sur le plan de la confiance. Et on va voir que le premier service, vous le connaissez, c'est Bitcoin. Donc c'est une monnaie électronique. Donc faire des paiements au travers de la blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est concrètement que la confiance décentralisée ? Premièrement, c'est assurer une confiance forte à des informations, à des transactions en fait, qui sont pas gérées de façon centralisée, mais aussi faire confiance au système sans faire confiance aux participants au système. Aujourd'hui, quand on achète sur Amazon, on fait confiance qu'Amazon, ils vont retirer notre argent, mais ils vont aussi nous envoyer le paquet. Quand on fait un virement bancaire, on fait confiance sur le fait que la banque elle va exécuter le virement. Là, en fait, comme on n'a pas justement d'éléments centralisés, on ne peut pas faire confiance à un élément centralisé. Tout le monde exécute l'ensemble des transactions. Donc, il faut faire en sorte que le système tourne sans qu'on fasse confiance à l'ensemble des participants. On est obligé, on le verra, de faire confiance quand même à une majorité des participants, mais on sait que dans le réseau, il y a des gens qui trichent, qui veulent tricher, qui sont là pour essayer de hacker le réseau et de récupérer de l'argent pour leur propre compte. Et tout ça est censé fonctionner de façon fluide, avec justement des personnes qui essaient de corrompre le réseau régulièrement. Sans avoir de single point of failure, ça par nature, quand on est complètement décentralisé, avec des participants qui ont tous un rôle symétrique, il n'y a pas de single point of failure. Ça, c'est un peu une conséquence, une tautologie des autres points. Premier use case concret de la blockchain, c'est le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, quand même, bon, je pense que là, vous le savez quand même, mais ça vaut le coup de le rappeler. Qu'est-ce que c'est ? C'est une monnaie décentralisée qui a, en fait, et ça, quand je fais cette présentation, en tout cas une partie de cette présentation à des gens, à des banques, à des banquiers, ils sont tous surpris par ça, parce qu'ils ne le savent pas. Le Bitcoin, c'est vraiment l'équivalent du cash. Pourquoi ? Parce que, n'importe qui peut rentrer dans le système en quelques minutes. Aujourd'hui, en fait, supposons que j'ai une monnaie exotique d'un pays oriental dans ma poche et que je la donne à l'un d'entre vous qui l'avait pas aujourd'hui, c'est du cash, ben, automatiquement, il va être capable de la dépenser, donc rentrer dans le système monétaire de ce pays-là. Pour avoir des bitcoins, vous le savez, en fait, il suffit que vous téléchargez une application, vous créez une adresse et quelqu'un peut vous envoyer des bitcoins directement. Ça prend une dizaine de minutes pour que vous ayez les bitcoins sur votre compte. Donc, tout le monde peut rentrer sans vérification aucune, comme tout le monde peut rentrer dans un système de cash. Le transfert de monnaie, il est quasi immédiat, on l'a dit tout à l'heure, où qu'on soit. Il est irrévocable, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été effectué, si la personne qui a reçu l'argent ne décide pas de le rendre, eh bien, c'est impossible de le recevoir. Et il est certain, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne l'a envoyé, ben c'est parti, et la transaction va être exécutée, quoi qu'il arrive. On ne peut pas l'annuler, on ne peut pas faire de rollback. Également, on peut imaginer, en fait, pour faire un parallèle assez simpliste, mais c'est quand même ça, en fait, un système où, en fait, quand on échange du cash, eh bien, à chaque fois, on a un système qui vérifie que les billets ont bien été imprimés par la Banque nationale du pays, si on est des euros en France, que les billets ont bien été imprimés par la Banque de France et que ce sont des vrais billets en euros. Et en fait, le système, là, vérifie également que les bitcoins qui sont distribués quand on distribue des bitcoins ont bien été créés par le système et ne sont pas des bitcoins falsifiés qui ont été créés par un hacker. Et tout ça, depuis que le bitcoin existe, fin des années, c'est 2008 environ, ces caractéristiques-là n'ont jamais été hackées. C'est-à-dire que, alors, il y a eu des fraudes sur Bitcoin, parce qu'on a volé des adresses, etc. Mais le système en lui-même, ses principes de base n'ont jamais été hackés depuis le début. Tout ça repose sur de la cryptographie. On ne va pas faire de cryptographie aujourd'hui, mais cela repose sur des systèmes de cryptographie qui seraient compliqués à hacker, étant donné les moyens technologiques d'aujourd'hui. Donc on a vraiment un système qui est l'équivalent du cash, qui pose beaucoup de problèmes, notamment aux États. Les problèmes qui sont classiques que vous connaissez, c'est comme je vérifie pas qui met l'argent, ben, je suis pas capable de vérifier que c'est pas de l'argent issu du terrorisme ou d'activités frauduleuses. Et puis aussi tous les transferts, problème plus important finalement, enfin à la limite c'est vrai aussi dans le monde classique ça, c'est même, on le verra, plus simple finalement de trouver
les bitcoins pas clairs, on va dire, que les euros pas clairs. Mais plus important, finalement, c'est qu'il n'y a aucun prélèvement, il n'y a aucune fiscalité sur toutes les transactions financières qui passent dans ces systèmes de crypto-monnaies, ce qui fait qu'il n'est pas possible de prélever des impôts, ce qui, à terme, pose un problème un peu plus important aux États, ou en tout cas au système politique et économique tel qu'il existe aujourd'hui. Donc comment tout ça marche? Donc imaginons notre fameux, donc quand vous allez lire des papiers sur Bitcoin, vous allez tout de suite retrouver Alice et Bob qui essaient de s'échanger à Bitcoin. Ensuite, en fonction de la technicité du papier, on ira un peu plus loin dans le détail. Donc Alice veut envoyer un Bitcoin à Bob. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, en fait, elle commence à créer une transaction qui part de son adresse, en fait, on verra comment on vérifie qu'elle a bien le Bitcoin, qu'elle va envoyer au réseau. Donc quand on l'envoie au réseau, elle va le poster via un client Bitcoin qu'elle aura téléchargé. Donc quand je dis Bitcoin, ça peut être, c'est la même chose quasiment pour Ethereum, en tout cas sur cette partie-là. Un client, et en fait, elle va envoyer la transaction, et cette transaction, elle va être envoyée à l'ensemble des nœuds du réseau. En tout cas, en théorie, en pratique pas, puisqu'on en a des centaines de milliers, voire des millions, donc vous imaginez bien que ça ne peut pas être immédiatement transféré à l'ensemble des nœuds, mais théoriquement à l'ensemble des nœuds du réseau accessible, puis progressivement, elle va être envoyée à tout le monde. Ensuite, parmi toutes les personnes qui reçoivent cette transaction, il y a un mécanisme qu'on appelle le minage qui est équivalent à un tirage au sort, où en fait, un nœud est tiré au sort pour créer un bloc qui va regrouper un certain nombre de transactions et insérer ce bloc dans la comptabilité du Bitcoin, dans la comptabilité officielle du Bitcoin. Donc c'est ce tirage au sort-là en fait qui fait qu'il n'est pas possible de pirater le système et qu'on n'est pas obligé de faire confiance à l'ensemble des participants parce qu'il est impossible de savoir a priori qui va être chargé de valider une transaction et de créer le bloc. C'est vraiment un tirage au sort qui se fait, enfin l'équivalent d'un tirage au sort, qui se fait, il n'est pas possible de le savoir a priori, c'est-à-dire qu'en fait quelqu'un qui crée son nœud faux et qui essaye de valider une transaction qui est fausse, la probabilité qu'il la valide lui-même, en fait sur l'ensemble du nœud, elle est très très faible. Elle est vraiment quasiment plus faible que de gagner au loto. Ce qui fait que en fait quelqu'un qui va injecter une transaction pour son propre bénéfice, eh bien, il va être sûr de ne pas la valider lui-même quasiment. Ce qui fait qu'il est très difficile justement, alors que le code est complètement open source, qu'on peut écrire soi-même son propre client qui va injecter des transactions dans la blockchain, il est impossible d'injecter des transactions frauduleuses. Donc, cette transaction, elle est utilisée, elle est mise dans un bloc. Ce gagnant sur Bitcoin et sur Ethereum également va recevoir une récompense de minage. Aujourd'hui, la récompense, elle est de 25 Bitcoins. Donc, tous les deux, pour être précis, tous les 210 000 blocs, la récompense est divisée par deux. Là, on arrive en fait au 420 millième bloc de la blockchain Bitcoin. 25 Bitcoins, aujourd'hui, c'est plus, même comme le cours de Bitcoin a monté depuis quelques semaines, c'est plus de 10 000 euros. Donc, quelqu'un qui valide une transaction, pour être plus précis, qui crée un bloc et qui injecte le bloc dans la blockchain, il reçoit 10 000 euros. Il reçoit 25 bitcoins dans une première transaction qui n'a pas d'émetteur, et ce qui est l'équivalent de 10 000 euros, d'où en fait un certain nombre d'entreprises, de sociétés qui aujourd'hui, c'est assez difficile de le faire, mais il y en a quand même qui ont des fermes de minage pour essayer de miner un maximum de transactions et recevoir un maximum de fois ces fameux 10 000 euros qui vont bientôt être divisés par deux. Étape 4, donc le bloc est créé, il est sécurisé, donc il est signé électroniquement pour faire vite, il est ajouté à la blockchain, et une fois que la transaction elle est dans le bloc, elle va être considérée comme confirmée, donc on va vérifier qu'elle est valide. On continue en fait à vérifier, une fois que les transactions sont dans la blockchain, qu'elles sont bien valides, et une fois qu'elle est considérée comme valide, ben, on considère que le Bitcoin a été reçu par Bob, et donc sur la blockchain Bitcoin qui peut être dépensé par Bob. Pardon. Donc voilà, les principes sont assez simples. La différence principale avec ce qu'on a l'habitude de manipuler comme application, c'est qu'on a un ensemble de nœuds qui exécutent tous exactement là. Et on verra après que c'est ça qui est vraiment primordial pour tout un tas de choses. On a un ensemble de nœuds qui exécutent tous exactement les mêmes choses et qui maintiennent, qui modifient, qui essayent de modifier tous en même temps une base de données qui ensuite est partagée entre tout le monde. Donc on a à peu près les mêmes problématiques, mais vraiment puissance 10, qu'on peut avoir quand on fait des applications redondantes avec des serveurs en parallèle, quand on essaye de faire de l'équilibrage de charge avec beaucoup de serveurs en parallèle qui travaillent sur la même base de données. Sauf que là, la base de données, elle est mise à jour en fait en différé et puis ensuite répliquée. Donc la blockchain, finalement, c'est quoi? Souvent, en fait, on parle de la blockchain, c'est le fichier qui contient l'ensemble des transactions qui existent depuis la création de la monnaie virtuelle, donc depuis la création du Bitcoin, qui est
copier sur l'ensemble des nœuds qui vont essayer de miner des transactions, de valider des transactions ou d'exécuter des transactions. Et donc, contrairement à ce qui se passe dans un système financier habituel, où c'est ma banque qui contient l'ensemble de la comptabilité, l'ensemble de mes transactions, là, en fait, tout est contenu partout et distribué sur l'ensemble des nœuds. Donc, la blockchain, c'est ça, c'est ce fichier distribué-là sur l'ensemble des nœuds. Donc, c'est constitué, comme son nom l'indique, par une chaîne de blocs qui se suivent les uns les autres, qui contiennent à chaque fois une preuve de travail. On ne va pas aujourd'hui entrer trop dans le détail sur comment cette preuve de travail est calculée. C'est pas l'objet, c'est pas forcément ça qui est intéressant. Qui contiennent cette preuve de travail, donc cette preuve de tirage au sort, on va dire, et qui donne la preuve que c'est bien le nœud qui a été tiré au sort qui a créé ce bloc-là et qui l'a injecté dans la blockchain. Une des spécificités qui existent dans d'autres systèmes, notamment d'archivage à valeur probante de la blockchain, c'est que en fait le hash d'un bloc, enfin la clé de chaque bloc, c'est le hash de l'ensemble des données du bloc. Donc le hash, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un hash à peu près. Ouais, voilà. C'est le hash des données du bloc. Et en fait, chaque bloc référence dans le bloc précédent. Donc ce qui fait que dans l'ensemble des données d'un bloc, il y a le hash du bloc précédent. D'accord ? Et donc ce hash du bloc précédent, il est aussi contenu finalement dans la clé du bloc du dernier bloc. Ce qui fait que si on modifie une quelconque donnée en fait de la blockchain, eh bien il faudrait, pour que la blockchain reste cohérente et que quand on essaie de la valider, ça reste correct, modifier tout l'ensemble des blocs qui se trouvent après la donnée qu'on a essayé de modifier, puisque quand on modifie une donnée, je reprends le bloc 51 là, si je modifie une donnée du bloc 51, forcément je vais modifier le hash de ce bloc-là, donc il faudra que je modifie le hash du bloc 52, donc le hash du bloc 53, donc le hash du bloc 54. C'est pour ça aussi qu'on considère qu'une transaction est vraiment validée après, alors ça dépend, un certain nombre de validations. Donc une fois que, en fait, il y a un certain nombre de blocs qui sont calés dans un bloc et qu'il y a un certain nombre de blocs qui ont été déjà créés après. Parce que même si c'est possible, ça serait possible de recalculer tout ça sur un nœud. Ensuite, il faudrait le redistribuer sur tous les autres nœuds et que ce soit accepté par les autres nœuds, ce qui est juste impossible parce que là, en fait, on verrait qu'il y a une différence entre la blockchain officielle, on va dire, et celle qu'on essaye de redistribuer. Et donc, on voit sur le dernier bloc la transaction qui va de Alice vers Bob. Donc, si vous voulez en fait voir, il y a un site qui s'appelle blockchain.info qui donne en fait à tout moment en temps réel l'état de la blockchain Bitcoin. Vous voyez toutes les transactions qui passent, le nombre de blocs, vous voyez tout ce qui se passe sur la blockchain. Et en fait, vous y avez moyen en cliquant sur les nœuds de voir, d'aller jusqu'à la transaction, jusqu'à l'adresse, de faire de plonger en fait dans les arcanes de la blockchain. C'est intéressant pour vraiment comprendre le mode de fonctionnement de la blockchain Bitcoin en l'occurrence. Donc cette preuve de travail, il y a deux façons aujourd'hui de valider des transactions. Une première qui est la preuve de travail, qui est utilisée sur Ethereum et sur Bitcoin. Et en fait, où là, la probabilité de valider, donc de miner un nœud, elle dépend vraiment de la puissance du nœud, de la quantité de travail, donc de la puissance vraiment CPU mobilisée par le nœud pour être tiré au sort. Donc en gros, on essaie de recalculer un hash particulier. Donc on fait des calculs de hash, on en fait un maximum possible à la seconde jusqu'à ce qu'on tombe sur le hash qui permet de valider le nœud. Et la récompense, elle est donnée aux mineurs en créant des nouvelles monnaies. Donc dans les systèmes par preuve de travail, on démarre en fait avec une première transaction qui contient en Bitcoin 50 Bitcoin. Et en fait, ensuite, on va à chaque nouveau bloc recréer 50 Bitcoin, ensuite 25, etc. Ce qui fait que sur Bitcoin, par exemple, la quantité globale de monnaie, elle est limitée. Elle est limitée à environ 21 millions de Bitcoin, qui devrait. Et comme il y a un système qui autorégule la difficulté de minage, en fait, c'est toutes les 10 minutes en moyenne qu'on a un nouveau bloc, ce qui fait qu'on sait à peu près le moment où on aura le maximum de Bitcoin en circulation. Donc là, je pars de zéro monnaie et au fur et à mesure de la création des transactions, je crée de la monnaie jusqu'à arriver à un maximum. Autre système, c'est la preuve de participation, où là, l'avantage, c'est qu'on utilise beaucoup moins d'énergie, même pas d'énergie du tout quasiment, et donc beaucoup moins et ça va aussi beaucoup plus vite. Par contre, là, la probabilité de valider un bloc, elle est directement proportionnelle à la quantité de monnaie virtuelle qui est en possession sur le portefeuille et aussi au temps au temps pendant lequel cette adresse-là garde cette monnaie virtuelle. Et la récompense, cette fois, comme
totalité de la monnaie est créée au départ, elle est distribuée dans le premier bloc entre un certain nombre d'adresses. Là, en fait, il n'y a pas de création de monnaie, mais la récompense, elle est donnée en prélevant des frais sur les transactions. En Bitcoin, on peut aussi prélever des frais, mais on n'est pas obligé. Ici, on est obligé de payer. Le système prélève automatiquement des frais sur la transaction, et le mineur qui va valider le bloc, eh bien, en fait, va récupérer les frais de la transaction. Donc, c'est les deux façons classiques de valider un bloc. Donc, c'est de faire aussi ce qu'on appelle du consensus distribué. Aujourd'hui, c'est beaucoup la preuve de travail qui est utilisée. La preuve de participation l'est de plus en plus. Le système qu'il utilise, d'ailleurs, principal, c'est NXT, qui est bien d'ailleurs pour nous, parce que c'est le seul système de monnaie virtuelle largement distribué qui est écrit en Java. En fait, ça peut être écrit en Java parce qu'il n'y a pas besoin d'une puissance de calcul énorme, justement. Et donc, là, c'est de la preuve de participation. Aujourd'hui, des systèmes comme Ethereum, dans les axes de développement, en fait, un des axes de développement, c'est justement la combinaison preuve de travail, preuve de participation pour décider, en fait, du minage des blocs. Donc, l'idée, c'est de faire des clusters, de décider quel cluster va valider une transaction en utilisant la preuve de participation, et ensuite, à l'intérieur d'un cluster plus petit, faire de la preuve de travail pour décider quel nœud va valider la transaction, le bloc, dans ce cluster-là. Mais bon, ça c'est, on va de plus en plus vers une combinaison des deux pour accélérer le temps de validation des blocs d'une part, et d'autre part pour faire aussi économiser un peu d'énergie et faire en sorte qu'on puisse avoir des nœuds actifs sans avoir des batteries de GPU ou de chips vraiment spécifiques qui sont achetés et utilisés uniquement pour valider ces transactions. Comment connaître le solde d'un compte? Ça aussi, c'est des choses qui sont assez originales. Il faut savoir que il y a deux façons de savoir en fait ce qu'on peut dépenser ou pas. La première, qui est celle utilisée justement par Bitcoin, s'appelle UTXO, c'est Unspent Transaction Output. En fait, c'est quand on crée une transaction elle est faite d'output et d'input. Donc les outputs en fait alors c'est l'inverse, c'est l'argent qui rentre dans la transaction qui va être dépensé, ça doit être des outputs d'autres transactions. Et on peut en avoir plusieurs. Et les inputs, c'est les adresses qui vont être créditées. Donc la transaction la plus simple a un output qui est l'adresse Bitcoin qui veut envoyer les Bitcoins et un input qui est l'adresse qui va les recevoir. D'accord ? Alors il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'une des particularités de Bitcoin, c'est que la somme des outputs doit être égale à la somme des inputs. Et si on n'a pas cette somme-là qui est exactement égale, eh bien, la différence, en fait, elle est versée sous forme de frais à celui qui mine le bloc. Et vu le taux du Bitcoin, on hésite à le faire. Ce qui fait que quand on veut dépenser des Bitcoins, en fait, en général, il y a au moins deux outputs. Il y en a un, donc on essaie de trouver un output qui est supérieur à ce qu'on veut donner comme argent. Supposons que je viens de recevoir 100 bitcoins et que je vais en donner 10 à l'un d'entre vous. Eh bien, en fait, je vais devoir référencer forcément une transaction existante, c'est-à-dire celle sur laquelle j'ai reçu les 100 bitcoins. Je vais référencer l'adresse de celui à qui je vais envoyer les 10 bitcoins. Et pour faire le complément, les 90 bitcoins restants, je vais me les réenvoyer à moi-même. Donc ça veut dire que je vais créer un nouvel output que je pourrai ensuite utiliser parce que celui-ci ne va pas être dépensé. Et donc cet output-là va être réinjecté. Et je vais me réenvoyer à moi-même mes bitcoins. Et on n'a pas vraiment de notion de compte en fait qui conserve le solde et dont le solde est modifié à chaque transaction, puisque la seule façon de connaître en fait le solde, quand on parle de solde, c'est le nombre de bitcoins qui peut être dépensé sur une adresse, c'est de regarder en fait l'ensemble des outputs qui sont arrivés sur cette adresse-là et qui n'ont pas été dépensés. Donc finalement, la blockchain, c'est pas un registre de comptes avec le solde de chaque compte, comme on peut l'imaginer, mais c'est en fait une liste de transactions, c'est un ensemble de flux de transactions avec les dernières transactions qui n'ont pas été dépensées, qui peuvent encore être réutilisées pour être réenvoyées. Mais on n'a pas vraiment de compte. Alors on a une notion de wallet, de porte-monnaie, qui est pas même on a une notion de compte d'ailleurs qui existe dans la terminologie Bitcoin, mais qui n'existe pas dans la blockchain. La blockchain n'a que des adresses, on n'a pas de compte. Par contre, les implémentations de clients peuvent mettre à jour des comptes et créer leur propre wallet. Et chaque implémentation de client Bitcoin peut décider, et même sur Ethereum d'ailleurs, peut décider de la façon dont il va matérialiser les adresses, les wallets et les soldes des comptes. Mais ça, en fait, on ne le retrouve pas dans la blockchain. Dans un système qui est account-based, donc là, c'est beaucoup plus classique, et Ethereum, il n'est pas Unspent Transaction Output, il est account-based. Là, en fait, on a des comptes, des adresses, en fait, qui sont l'équivalent de comptes, et la blockchain maintient l'état vraiment du solde des comptes au fur et à mesure des
des Ethers là qu'on reçoit et que l'on dépense. Donc ce sont aussi deux. Alors il y a des avantages, des inconvénients sur chacune de ces deux façons de faire. Mais là encore, si vous êtes amené à développer sur une blockchain, vous pouvez pas ne pas savoir quel est le mécanisme qui est mis en œuvre en fait pour exécuter les transactions et faire dépenser les monnaies virtuelles. Une autre composante intéressante des blockchains, c'est ce qu'on appelle pseudonymité. Donc on a un système qui est d'une part 100% anonyme, mais aussi 100% transparent. Alors pourquoi 100% anonyme parce que, comme je l'ai dit, n'importe qui peut télécharger un client ou même se créer une adresse. En fait, il y a un algorithme de création d'adresses sur chacune des blockchains qui est public et se créer des adresses en fait comme il veut, sans interagir avec un serveur. Et il n'y a aucun moyen de savoir qui a quelle adresse, si on veut vraiment le cacher. Parce qu'ensuite, si vous allez voir sur blockchain.info, par exemple, vous verrez les adresses IP des nœuds, vous verrez un certain nombre d'informations. Donc, ceux qui se planquent pas, eh bien, en fait, on peut retrouver qui a fait quoi, notamment grâce aux adresses IP. Mais si vous voulez vous cacher, il y a moyen d'être complètement anonyme. Par contre, tout ce qui est sur la blockchain aujourd'hui est complètement ouvert et en libre accès. C'est-à-dire que vous allez voir des adresses avec des montants, des transactions qui y transitent. Et si vous savez qu'une adresse appartient à une personne en particulier, vous pouvez savoir combien il a de Bitcoin sur cette adresse-là. C'est pour ça notamment que, alors évidemment, si chacun avait une seule adresse, donc si quelqu'un d'entre vous veut recevoir des Bitcoins, il me donne son adresse, à ce moment-là, je peux savoir exactement combien il a de Bitcoin. Ce qui fait que dans le système, la façon normale de faire, c'est de se recréer des adresses à chaque transaction. À chaque fois que quelqu'un veut recevoir des Bitcoins, par exemple, eh bien en fait, il va se recréer une nouvelle adresse pour recevoir ces bitcoins-là sur cette adresse. Idem sur Ethereum, si on veut pouvoir cacher combien on a de solde sur son compte, eh bien en fait, il faut se créer autant de comptes que l'on veut pour pouvoir ne pas faire en sorte que les gens qui m'envoient de l'argent, eh bien ne sachent pas la totalité de ce que j'ai. Donc ça, c'est aussi une des spécificités de ces systèmes-là. Par contre, une fois qu'on connaît les adresses, on peut tout analyser les transactions. On peut analyser les flux transactionnels, savoir combien on a reçu, quels sont les flux. Est-ce qu'en fait, on est en train d'avoir un compte qui a beaucoup de bitcoins, qui les split sur tout un tas d'autres comptes et qui les remet ensemble ensuite sur un autre compte. Tout ça, ce sont des analyses qu'on peut faire. Une société ici au Luxembourg qui fait ça d'ailleurs, qui s'appelle ScoreChain, qui fait de l'AML, donc des analyses anti-blanchiment sur la blockchain. Et la blockchain, en fait, pour faire ces analyses-là, est vraiment adaptée parce que tout est ouvert et tout est standardisé. L'API Bitcoin est connue, c'est assez standard, donc ce qui fait qu'on peut le faire très bien. Ce qui conduit en fait à dire qu'à partir du moment où le KYC, Know Your Customer, on est capable de savoir qui est derrière quelle adresse, c'est pas simple, mais si on est capable de savoir qui est derrière quelle adresse, on peut faire tout ce qui est AML, anti-money laundering, beaucoup plus facilement que dans un système traditionnel qui pour le coup est plus opaque. Les limites du système, donc on le verra, en fait, aujourd'hui, la blockchain, c'est un peu le buzzword du moment, on la met à toutes les sauces. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire sur la blockchain, c'est vraiment adapté à un certain nombre de cas, et c'est aussi limité par nature. Alors, la première limite qui est probablement connue, c'est les 51%. Donc, on a vu, en fait, on a un certain nombre de nœuds qui vont valider les transactions. Si on déploie, en fait, sur une majorité des nœuds, un code qui est frauduleux, eh bien, ce code frauduleux, c'est lui qui va l'emporter et qui va pouvoir créer des transactions qui sont potentiellement invalides. Alors, on va pas pouvoir faire tout et n'importe quoi non plus sur la blockchain Bitcoin, mais notamment, quelqu'un qui aurait plus de 51% des nœuds pourrait en fait s'octroyer la totalité des récompenses de minage. Je ne vais pas expliquer comment maintenant non plus, parce que ça prendrait peut-être un peu plus de temps que ce qu'on a, mais il pourrait s'octroyer la totalité de ces récompenses-là, donc empêcher tous les autres de valider leurs transactions, et il pourrait même lui choisir quelle transaction il fait rentrer dans la blockchain. Il ne pourrait pas faire entrer des transactions frauduleuses, il ne pourrait pas créer des transactions, faire dépenser des bitcoins qui n'existent pas, ça c'est pas possible. Mais par contre, il pourrait quand même agir sur le système et le corrompre assez profondément. Autre problème, c'est la gestion des comptes, en fait, et la perte des cryptocurrencies. Aujourd'hui, donc, quand vous créez un compte sur n'importe quelle blockchain, eh bien, en fait, vous le faites avec un mot de passe qui va vous générer une clé publique, une clé privée. C'est cette clé privée-là qui va vous garantir que vous pourrez dépenser votre argent virtuel. Et parfois votre argent bien réel, parce que vous l'avez payé en euros, cet argent virtuel. Cette clé privée-là, si vous la perdez, eh bien, en fait, il n'y a aucun moyen de quand même récupérer l'argent.
Mais quand on dit aucun moyen, il n'y en a aucun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller toquer à la porte de quelqu'un, dire ah j'ai perdu ma clé, régénérez-moi-en une nouvelle. Et puis là, j'avais quand même de l'argent sur cette adresse-là, je voudrais la récupérer. Eh non, c'est impossible. Alors que même si on est dans une banque, ça c'est un des avantages du système bancaire classique quand même, c'est que si aujourd'hui vous perdez tous vos cartes bancaires, tous vos carnets de chèques, tous vos accès web, eh bien, vous pouvez quand même aller à la banque avec votre carte d'identité et votre passeport, dites bonjour, c'est moi Fabrice, je suis un peu bête, j'ai tout perdu, mais redonnez-moi accès à mes comptes et vous aurez accès à vos comptes. Sur ces systèmes basés sur des monnaies virtuelles, c'est pas possible. La confidentialité, le KYC, je vais pas y revenir dessus. La confidentialité, c'est un problème parce qu'il n'y en a pas, tout est ouvert. Et le KYC, c'est un problème parce que c'est pas possible d'en faire, et simplement en tout cas. Et en tout cas, c'est très facile de se créer des adresses, en fait, sans les faire valider par qui que ce soit. Deux autres aussi problématiques qui ne sont pas souvent évoquées, mais qui sont réelles, à partir du moment où ces technologies se déploieraient à grande échelle, c'est impossibilité de refuser une transaction. Je suis la mafia russe, je veux vous envoyer 10 000 ou 1000 bitcoins à l'un d'entre vous, je connais votre adresse, vous ne pouvez pas la refuser. C'est impossible, il n'y a pas de moyen de dire non, non, je ne veux pas de transactions qui viennent de cette adresse. La transaction, elle va être incluse dans la blockchain et vous pourrez ensuite le dépenser. Ce qui fait qu'en matière d'anti-blanchiment, ça pose quand même un problème parce qu'il va falloir justifier que non, non, j'ai reçu l'argent, mais j'ai jamais rien demandé, c'est pas pour moi et c'est une erreur de l'émetteur. Autre chose, c'est impossibilité de révoquer une adresse. Aujourd'hui, vous pouvez, si vous perdez votre carte bancaire, eh bien, vous pouvez bloquer votre compte courant, vous pouvez bloquer la carte. Si vous perdez vos clés privées, il n'y a aucun moyen de dire, enfin, aucun moyen simple, en tout cas, ou aucun moyen auquel, sans que toute la communauté en fait vous aide pour récupérer ça, de révoquer l'adresse et puis de dire ah ben non non, je veux pas que les bitcoins qui étaient sur cette adresse-là soient dépensés, soient dépensés par celui qui va trouver ma clé. Donc ça, ce sont des caractéristiques qui sont inhérentes au système, en fait, qui sont intrinsèques au mode de fonctionnement du système, sur lesquels on doit quand même trouver au minimum des moyens de contournement à partir du moment où on veut généraliser ces façons de fonctionner. Donc, sur la blockchain, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est beaucoup d'échanges de monnaie virtuelle. On parle souvent de blockchain pour faire un peu tout ce qu'on veut autour de la confiance décentralisée. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On a deux choses, en fait, qui existent en plus d'échanger des monnaies virtuelles. Première chose, c'est faire ce qu'on appelle des smart properties. Donc, on va pouvoir créer sur une blockchain, que ce soit Bitcoin, Next ou Ethereum, ce qu'on appelle des tokens. Des tokens en fait qui vont matérialiser le fait qu'on possède quelque chose. Donc quelque chose qui existe dans le monde réel ou pas. Et un exemple qui est un peu connu s'appelle Namecoin, où on a utilisé la blockchain Bitcoin pour faire du DNS, donc pour enregistrer son nom. Donc c'est les noms de domaine en .bit. Si quelqu'un veut acheter un nom de domaine en .bit, en fait, comment ça se passe? Donc je vais devoir l'acheter en Bitcoin, je vais envoyer mes Bitcoins à une adresse en particulier en demandant un nom de domaine particulier, en demandant mon nom de domaine. Pour que la transaction soit validée, il va falloir que ce nom de domaine-là soit disponible et qu'il soit pas encore donné à quelqu'un. Et à ce moment-là, on va me renvoyer un token qui contient un certain nombre de métadonnées dont le nom de domaine. Et en fait, tout le monde va pouvoir vérifier sur la blockchain qu'effectivement, ce nom de domaine-là, croiseau.bit, eh bien, en fait, il appartient bien à Fabrice Croiseau. Ensuite, je vais pouvoir, comme c'est moi qui ai la clé privée, en fait, qui me permet de faire des transactions sur mon adresse, je vais pouvoir y associer une adresse IP. Donc, si je dis, maintenant, ce nom de domaine-là, je vais lui associer l'adresse IP de ma Livebox à la maison, eh bien, en fait, je vais pouvoir créer une transaction pour y associer son adresse IP. Et comme c'est moi qui suis propriétaire, encore une fois, j'ai la clé privée. Et donc, je vais pouvoir associer ça. Et ensuite, on a des plugins sur les navigateurs qui, pour les noms de domaine en .bit, au lieu d'aller chercher dans les DNS, dans les systèmes de serveurs de DNS classiques, eh bien, en fait, ils vont se connecter à la blockchain de Namecoin pour aller vérifier l'adresse IP derrière le nom croiseau.bit. C'est un peu moins rapide, mais ça fonctionne. Et là, en fait, on a un système de DNS qui est complètement décentralisé. Pour, en fait, aujourd'hui, donc, dans les exemples de smart properties qui sont expérimentés, on a du cadastre. Donc là aussi, on peut très simplement, en fait, aujourd'hui, quand on regarde ce que fait un notaire, il fait quoi quand il valide une transaction immobilière? Eh bien, il va vérifier que moi, qui essaie de vendre ma maison, je suis bien enregistré au cadastre comme propriétaire de la maison que j'essaie de vendre. Il va vérifier que le gars qui m'achète la maison pour 100 000 €, eh bien, il a bien les 100 000 € sur son compte.
Il va récupérer sur son propre compte les 100 000 euros. Il va aller voir le cadastre pour modifier le fait que c'est plus Fabrice Croiseau, mais c'est XY qui est propriétaire de la maison. Et puis ensuite, il va me renvoyer l'argent. Après, il vérifie l'amiante, il vérifie tout un tas d'autres conneries, mais le principal, c'est ça. Ben ça, en fait, ça peut être fait exactement par un système blockchain directement. Transférer, en fait, de façon complètement concomitante un certain nombre de montants en monnaie virtuelle avec un titre de propriété, en s'assurant que le titre de propriété il est effectivement transféré de l'adresse source à l'adresse destinataire et qu'en même temps, le destinataire a envoyé le montant qui avait bien été stipulé l'acheteur, a envoyé au vendeur le montant qui a été stipulé, ce que fait le notaire. En fait, ça peut être fait complètement, directement sur une blockchain. Donc avant, il y a un certain nombre de choses à faire, mais quand on lit que les technologies blockchain peuvent faire très sensiblement évoluer les métiers de la confiance classique et notamment les officiers ministériels, c'est en grande partie vrai parce que ça peut être fait par une blockchain. Et ensuite, aujourd'hui, on parle de certificat de naissance, de registre de fonds d'investissement. Aujourd'hui, les vrais use cases de la blockchain qui sont vraiment déployés sont en fait plus pour des titres de propriété qui n'étaient pas matérialisés avant. Le plus connu, probablement, c'est celui des diplômes. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, il y a une fraude aux diplômes qui est énorme. Et donc, le nombre de polytechniciens sur LinkedIn est beaucoup plus important que la somme des polytechniciens du nombre de diplômes qui a réellement été délivré depuis l'âge le plus du plus vieux, de la plus vieille personne sur LinkedIn. Et donc, c'est un vrai problème de savoir est-ce que quelqu'un a un diplôme ou pas. Donc, utiliser la blockchain pour faire en sorte que chaque école, en fait, elle ait son adresse privée sur la blockchain, son adresse sur la blockchain, qu'à chaque fois, un diplôme, elle envoie une transaction à celui qui reçoit le diplôme et qui a lui-même une adresse et donc la clé privée. Ça fait qu'on est certain en fait que de la valeur du diplôme à ce moment-là, parce qu'on peut vérifier qu'il y a bien eu une transaction. Donc ça, ce sont des systèmes. Donc très probablement à court terme, en fait, ce seront plutôt des systèmes où jusqu'à aujourd'hui on n'a pas de registre de propriété parce que ça coûtait trop cher pour l'avantage en fait, et personne n'est prêt réellement à payer pour ça. On va voir probablement fleurir de plus en plus ce type de smart properties avant que ce soit les cadastres ou les véhicules. Autre utilisation, le smart contract. Donc un smart contract, c'est quoi? C'est finalement la même chose qu'un contrat classique, c'est-à-dire un agrément entre parties qui va être modélisé et stocké dans la blockchain. Et dont l'exécution, par contre, va être gérée automatiquement par la blockchain. Donc c'est, pour faire court, un contrat qui, au lieu d'être écrit en français, il est écrit en langage code, en code compréhensible par la blockchain, et au lieu d'être exécuté par un tiers, par un huissier, par un notaire, par un juge, eh bien, il est exécuté par la blockchain elle-même. Donc, les étapes sont assez classiques. On va créer un contrat. Chaque partie prenante va déposer des fonds sur ce contrat-là. Par exemple, si on prend une gestion de paris ou d'enchères, va déposer des fonds. Ensuite, on va attendre un événement déclencheur qui va faire exécuter le contrat. Et ensuite, le contrat est exécuté. Si c'est une enchère, par exemple, eh bien, tous ceux qui ont enchéri et qui n'ont pas gagné vont être remboursés. Puis celui qui a gagné l'enchère va recevoir ce pourquoi il a enchéri. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent s'exécuter automatiquement aussi sur la blockchain. Donc, sur là, maintenant, on va voir l'exemple Ethereum. Donc, avant de creuser dans Ethereum, pour revenir 2 minutes sur Bitcoin, donc on peut aussi développer sur Bitcoin. En fait, il faut savoir que la vérification d'une transaction Bitcoin, en fait, c'est pas une règle qui est écrite dans les clients, qui est connue. C'est pas un algorithme qui est connu par tous les clients et qui est exécuté, qui est codé par ceux qui développent des clients Bitcoin. C'est en fait un programme qui se trouve dans la blockchain, parce qu'il y a un langage de développement en fait qui est assez proche du Force pour ceux qui ont fait des langages basés sur des piles qui existent sur la blockchain. Et en fait, on a un certain nombre d'instructions dans chaque transaction qui en fait vont vérifier que la transaction peut être effectivement exécutée. Et donc, comment par exemple on va vérifier qu'une transaction est exécutée? On vérifie que l'adresse qui envoie les bitcoins fait bien référence à une transaction pour laquelle les bitcoins ont été reçus et que on a un nonce qui a été signé avec la clé privée qui correspond à la clé publique de l'adresse là. C'est le petit algorithme qui, encore une fois, n'est pas codé en dur, qui est codé sur la blockchain. Ce qui fait que même sur la blockchain Bitcoin, on peut coder des choses plus complexes, comme Namecoin par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, puisqu'on peut rajouter aussi des métadonnées, ou alors on peut faire aussi des
c'est des transactions multi-signatures où en fait on a plusieurs comptes qui sont débités et il faut que plusieurs personnes différentes donnent l'autorisation pour en fait exécuter réellement la transaction. Donc on va voir Ethereum là plus en détail parce que Ethereum, comme je le disais un peu en introduction, c'est la blockchain qui est faite pour développer des applications. Les autres blockchains étaient faites plutôt pour faire des cryptocurrencies avec ensuite là, une notion de jetons, des choses comme ça un peu plus évoluées. Ethereum c'est fait pour développer des applications décentralisées au départ. Donc, comment on développe des applications? Donc, je passe l'historique Ethereum. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, soit ce sera des questions, j'y répondrai, soit vous allez voir sur Internet, tout ça est décrit en détail. Mais pour développer des applications et donc des smart contracts, parce qu'une application sur Ethereum, c'est un smart contract, on va utiliser un langage de programmation qui s'appelle Solidity. Donc, il y a des dérivés, en fait, de Solidity, mais le langage de base, c'est Solidity, qui est un langage qui est orienté objet et qui permet de développer, justement, ces smart contracts. Donc la syntaxe, je pense que tout le monde sait lire, sait ce que fait ce contrat-là. C'est un langage qui est typé. On peut faire hériter des smart contracts d'autres smart contracts. On peut créer des structures de données, on peut créer des structures de contrôle, et on peut faire en sorte que les smart contracts s'envoient des messages entre eux. Chaque contrat a aussi une zone de données qui va pouvoir gérer. Donc c'est une sorte de hash table qui est spécifique et privé à ce smart contract-là, qui va pouvoir utiliser pour stocker un certain nombre d'informations. Une fois qu'on a ce code source-là, pour le déployer sur la blockchain, ben en fait, assez classiquement, on va commencer par le compiler. Donc pour le compiler, on va le voir juste après, en fait, on a un certain nombre de compilateurs qui sont disponibles sur Internet. Et en fait, ce compilateur va créer deux choses, du code binaire qui va s'exécuter sur la machine virtuelle. C'est pas une machine virtuelle au sens Java, mais bon, en tout cas, c'est un programme qui va exécuter du bytecode compilé. Et en fait, à côté de ce bytecode, on a ce qu'on appelle une ABI, Application Binary Interface, qui en fait décrit l'interface du contrat et en fait les méthodes qui peuvent être appelées par d'autres smart contracts ou par des applications, on le verra après. Et quand on déploie un contrat, en fait, on reçoit une nouvelle adresse sur la blockchain, qui est l'adresse du smart contract. Donc, contrairement à toutes les autres blockchains où en fait il y a un seul type d'adresse, sur la blockchain Bitcoin, il y a deux types d'adresses. Il y a des adresses qui sont en fait qu'on voit pas la différence quand on regarde la structure de l'adresse, mais quand on va voir ce qui est dans la blockchain derrière cette adresse-là, en fait, on peut avoir soit un compte directement qui va être créé par un utilisateur d'Ethereum, soit un smart contract auquel on va pouvoir envoyer des messages. Donc quand c'est un smart contract, eh bien j'envoie des transactions qui vont être exécutées qui vont triggerer en tout cas une exécution sur le smart contract, et quand ce sont des contrats, des adresses pour des end-users, enfin pour des comptes classiques, eh bien je peux envoyer de l'Ether, la monnaie virtuelle d'Ethereum, de l'argent à ces adresses-là. Pour développer, vous avez l'habitude d'utiliser des IDE. Alors aujourd'hui, on est vraiment dans les balbutiements des blockchains et notamment d'Ethereum, donc les IDE sont assez pauvres. L'IDE standard, il s'appelle Mix en fait, qui est un IDE open source développé par la communauté autour d'Ethereum et qui embarque directement un éditeur pour le code source, un compilateur qui va directement compiler l'ensemble des points SOL qui sont les contrats Ethereum, et puis aussi des outils pour tester les contrats, notamment la possibilité. Ce qui est compliqué en fait là, c'est que évidemment vous n'allez pas tester vos contrats en déployant sur la blockchain publique d'Ethereum, parce que là c'est comme si vous le testiez en production réellement, et ça coûte de l'argent, hein, notamment on le verra juste après. Donc en fait l'idée c'est de se créer sa propre chaîne privée sur lesquelles en fait on va aussi créer des monnaies virtuelles, mais c'est des monnaies virtuelles qui n'auront pas de contrepartie dans le monde réel. Donc là on va pouvoir tester nos développements. Sur l'environnement de développement, justement, aujourd'hui, quand on déploie un contrat, aujourd'hui, si vous utilisez un contrat, vous le déployez sur la blockchain publique, ça vous coûte de l'argent. Le modèle économique d'Ethereum, c'est vraiment pour, entre guillemets, disrupter les data centers. L'idée, c'est quoi? C'est de dire chacun va pouvoir exécuter ses propres nœuds et va être rémunéré pour exécuter les contrats, les smart contracts, les applications des autres. Donc, à chaque fois qu'un nœud va en fait exécuter un smart contract et donc valider un bloc, eh bien, comme sur Bitcoin, bon, alors c'est moins en fait. Donc, ce qui fait que plus de nœuds vont pouvoir valider des contrats, mais ces nœuds qui exécutent réellement des applications, en fait, ils sont rémunérés directement. Comme si vous achetez une machine virtuelle chez Amazon, ben vous allez payer Amazon pour cette machine pour exécuter ensuite vos applications. Et bien là, la façon de payer
pour exécuter vos applications, c'est au moment du déploiement du smart contract, en fait, eh bien, il va falloir payer pour déployer le smart contract, et c'est cet argent-là qui ensuite va être utilisé pour rémunérer ceux qui l'exécutent. Et à chaque envoi de transaction aussi, les gens qui vont utiliser votre smart contract et vont demander à votre smart contract de faire quelque chose, eh ben, ils vont aussi payer un peu de gaz, on appelle, qui correspond à de l'Ether, en fait, pour exécuter leur transaction. Donc, même le modèle économique d'Ethereum est, en fait, c'est hyper distribué. Le parallèle avec les grids énergétiques, c'est exactement ça, en fait, où chacun produit les grids énergétiques, c'est, bientôt, chaque maison produira un peu d'énergie. Donc, si on imagine qu'on peut se partager l'énergie en fait entre toutes les maisons dans un grid, eh bien, en fait, chacun est à la fois producteur et consommateur. Et donc, on n'a plus besoin de centrales EDF. Et là, on n'a plus besoin de data centres. Et on n'a plus besoin de centraliser non plus l'hébergement des applications, puisque l'idée, c'est d'avoir des modèles qui sont complètement décentralisés à la fois pour la partie fonctionnelle, mais aussi pour la partie exécution. Et notamment TesterPC, c'est une implémentation de la blockchain Ethereum en mémoire qui vous permet, donc vous téléchargez TesterPC, vous tapez TesterPC, ça va vous initialiser une blockchain Ethereum avec un premier nœud de Genesis, un nœud d'origine en fait avec un certain nombre de comptes que vous allez pouvoir utiliser pour ensuite faire vos tests. Et il va vous donner les clés privées de chacun des comptes. Comme framework, on a aussi, un peu à la manière JavaScript, des environnements qui vont vous faciliter le développement. Le plus abouti aujourd'hui est probablement Truffle, qui vous permet, donc si vous créez un répertoire, vous tapez Truffle init dedans, il va vous générer le squelette en fait d'une application Ethereum, d'un smart contract plus un front-end. Et quand vous faites Truffle deploy, il va le déployer sur le client qui est exécuté sur votre nœud, sur votre machine. Donc si vous avez TesterPC, l'outil que j'ai dit avant, eh bien, en fait, il va l'exécuter en local pour vérifier si ça fonctionne, et vous allez pouvoir exécuter les tests unitaires. Et si en fait c'est un client sur la blockchain publique, la production, ben, il va le déployer directement en production. On a des tests unitaires, on a l'automatisation de la compilation de l'ensemble du code, et puis on peut aussi automatiser le déploiement. Comment communiquer avec la blockchain? Donc les blockchains sont des environnements qui sont assez fermés. Donc il y a des API, mais les environnements sont fermés et les seules opérations possibles sur une blockchain sont celles qui sont définies par les machines virtuelles. Donc pour arriver à consulter la blockchain, à visualiser des smart contracts ou à exécuter des transactions, il va falloir développer ce qu'on appelle des DApp, Distributed Application, des APP dans le langage Ethereum, qui vont utiliser toute en fait la même interface qui s'appelle JSON RPC, qui est, comme son nom l'indique, une interface RPC qui utilise JSON comme structure de données, en fait, comme format pour modéliser les données qu'on envoie à la blockchain. Cette interface JSON RPC, elle est exposée par l'ensemble des nœuds Ethereum, que ce soit les nœuds publics ou les nœuds TesterPC dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, vos applications vont utiliser cette interface-là pour interagir avec la blockchain. Donc, vous avez un front-end qui va être très souvent, en fait, une single page application développée en JavaScript, avec Angular 2 ou tout autre framework JavaScript. Je trouve qu'il y a des packaging en fait, qui favorisent l'utilisation d'Angular 2 aujourd'hui. Il y a un fichier qui s'appelle web3.js qui est justement l'interface entre votre nœud local et puis votre application. Et le back-end, c'est le smart contract qui est déployé sur la blockchain. Et ensuite, on va pouvoir déployer ce front-end aussi quand le smart contract est déployé sur la blockchain publique, de façon publique, soit sur un de vos serveurs directement connectés à votre nœud, soit dans l'infrastructure Ethereum. Et à ce moment-là, il va falloir utiliser un client, un full client Ethereum en fait pour le visualiser, comme par exemple le plus connu, c'est Mist, qui est aussi déployé par Ethereum. Pour communiquer aussi avec le monde extérieur, donc on peut exécuter des transactions, mais parfois on a besoin d'être averti quand quelque chose se passe sur mon contrat, quand j'ai reçu de l'argent ou quand j'ai une demande qui a été faite. À ce moment-là, on a un mécanisme classique, on va dire, d'événements qui permet en fait d'être à l'écoute des événements qui arrivent sur un smart contract. Donc dans votre smart contract, vous pouvez déclarer des méthodes comme étant des méthodes qui vont en fait triggerer des événements, et ces événements-là, vous allez être à l'écoute dans vos applications pour décider de ce que vous voulez faire à ce moment-là à l'extérieur de la blockchain. Ethereum Oracle, donc ça c'est un exemple de pattern qui est spécifique justement aux blockchains parce qu'il existe de par la nature de la blockchain. Alors,
souvent, en fait, on a besoin, évidemment, de consulter des informations qui ne sont pas gérées, parce que comme tout n'est pas fait sur la blockchain, il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'extérieur. Si vous voulez connaître le cours du dollar par rapport à l'euro pour exécuter une transaction, par exemple, ça, c'est pas la blockchain qui le décide. Donc, il faut aller le chercher à l'extérieur. Donc, on peut imaginer avoir un smart contract qui va interroger la bourse de je ne sais pas où pour récupérer le cours de l'euro contre le dollar. Sauf que ça ne marche pas. Sur une application type Ethereum, ça ne marche pas et les transactions ne vont jamais être validées si elles font ça. Pourquoi? Mais parce que, comme je l'ai dit, en fait, une des caractéristiques d'Ethereum, c'est que tous les nœuds exécutent la même chose au même moment. Et il faut à tout prix que tous les nœuds, à partir des mêmes inputs, aient exactement les mêmes outputs. C'est-à-dire que si deux nœuds différents essaient d'exécuter la même transaction et obtiennent des outputs différents, eh bien, en fait, les transactions ne vont jamais être validées. Or, c'est tout à fait probable quand on va chercher le cours de l'euro contre le dollar, parce que je suis incapable de savoir à quel moment les appels vont être faits sur deux nœuds différents, et je vais très probablement recevoir en fait recevoir un cours différent sur les deux nœuds, ce qui fait que quand je vais essayer d'exécuter la transaction et de la valider, comme je n'aurai pas le même output, eh bien en fait la transaction elle ne va jamais passer, elle va toujours être rejetée sur l'aide des nœuds. Donc, en fait, il faut procéder différemment, il faut passer par un mécanisme d'oracle. La même chose, d'ailleurs, pour faire quelque chose d'aussi bête que tirer un nombre aléatoire. Un nombre aléatoire, par nature, ça ne sera pas le même sur tous les nœuds. Néanmoins, on peut être amené à vouloir tirer un nombre aléatoire pour des besoins de blockchain. À ce moment-là, il faudra passer par un mécanisme d'oracle. Comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on va avoir sur la chaîne un smart contract client qui va avoir besoin d'accéder au cours de l'euro contre dollar ou qui va avoir besoin d'accéder, de tirer un nombre aléatoire. Il va en fait envoyer un message à un autre smart contract qui sera l'oracle sur la chaîne, qui va en fait envoyer un événement au monde extérieur, dire on m'a demandé telle information. Et il faut à tout prix que l'information retournée, en fait, ça soit la même pour tous les nœuds et sur l'ensemble en fait des contrats. Donc il faut que ce soit un seul smart contract en fait qui reçoive cette transaction-là, d'accord, à un seul nœud qui reçoive la transaction au départ, et qu'ensuite la transaction soit injectée dans le système et ensuite redéployée sur l'ensemble des nœuds Ethereum, mais à partir d'un nœud unique pour le départ. Et donc là, on va voir donc là, c'est quelque chose qui est complètement asynchrone, qui en fait va aller chercher l'information et qui va envoyer une transaction en envoyant la réponse. Et ici, on a un callback entre le smart contract client et le smart contract qui va gérer le rôle de l'oracle pour recevoir l'information. Et là, on voit bien que en fait, tous les nœuds et tous les tous les nœuds vont recevoir exactement la même information pour suite à la même demande. Donc ça, c'est un des patterns. Donc il y a même des sociétés en fait qui sont créées autour de ce concept d'oracle-là. C'est en fait aussi, alors c'est un peu plus qu'un simple pattern de développement, parce que en termes de confiance, il faut faire confiance à celui qui gère l'information à la source. Il faut faire confiance à celui qui va vous dire qu'aujourd'hui, maintenant, le cours Bitcoin, enfin euro contre dollar, il est de temps. Et donc, en fait, il faut que ce soit aussi quelqu'un qui a été validé, qui est reconnu par l'ensemble des participants à la blockchain. Donc, on a quand même besoin, là, en fait, de faire confiance à des éléments extérieurs à la blockchain, par exemple, pour ces mécanismes d'oracle et pour avoir la source des informations. 2 minutes. Le DAO. Alors, le DAO, c'est quoi? C'est la première, en fait, exécution à très grande échelle d'une structure, on va dire, originale autour de la blockchain. Donc, c'est un fonds d'investissement qui a été créé en avril, je crois, en mai même. Donc, l'idée, c'est que les gens qui ont de l'Ether, en fait, peuvent investir, peuvent envoyer de l'Ether à ce DAO-là. Ils vont le recevoir, en fait, et ensuite, on va pouvoir avoir des projets. Ce fonds d'investissement-là, il va pouvoir investir dans des projets. Donc, il y a un certain nombre de smart contracts qui ont été déployés par les créateurs de The DAO, qui sont en fait aussi les créateurs d'une autre société autour d'Ethereum qui s'appelle Slockit. Et en mai, donc en l'espace de 5 semaines, je crois, 11 millions d'ETH, qui fait 150 millions d'euros, un peu moins de 150 millions d'euros, ont été levés pour vraiment en fait créer et fonder des entreprises. Donc bon, tout ça très bien. Les smart contracts, ils avaient été aussi validés. Ils ont été validés comme étant safe, comme on pourrait valider, comme des juristes pourraient valider des vrais contrats. Ben là, des développeurs ont validé ces contrats-là. Sauf que la semaine dernière, enfin ce week-end, vendredi pour être précis, une faille a été découverte dans un des contrats et il se trouve qu'un des utilisateurs, donc je passe vite sur le mode de fonctionnement, l'équivalent des statuts du DAO, mais à un moment donné, il était prévu qu'on puisse splitter
si quelqu'un a mis de l'argent et commence à être en désaccord avec ce qui se passe, en fait, il a la possibilité de demander un split du DAO pour créer un autre DAO et pour que ces fonds, lui, en fait, soient reversés dans ce DAO-là. Au travers d'une faille que je ne vais pas trop détailler maintenant, en fait, mais qui est liée à des appels récursifs et à un cas d'utilisation qui n'avait pas été imaginé par les créateurs des contrats, en fait, eh bien, finalement, ce smart contract qui a demandé un split a commencé à siphonner l'ensemble des fonds du DAO et il a réussi, avant que la communauté se mobilise pour arrêter tout ça, à siphonner un tiers de la totalité, c'est-à-dire l'équivalent de 50 millions d'euros. Donc aujourd'hui, il y a 50 millions, l'équivalent de 50 millions d'euros en Ether qui sont sur ce contrat-là et qui peuvent pas être déposés aujourd'hui, qui peuvent pas être utilisés aujourd'hui parce que le système prévoyait que ce DAO-là pourrait être actif seulement 27 jours après sa création, donc il y a 27 jours avant que le gars puisse les déployer si rien n'est fait. Donc aujourd'hui, la communauté s'est mobilisée très très vite pour trouver des solutions. 2 solutions ont été imaginées, qui s'appellent soft fork et hard fork. Je vais les décrire en 2 minutes. Mais ils nécessitent, je l'ai dit tout à l'heure, l'adhésion d'une majorité des nœuds, parce que si on n'a pas plus de 51% des nœuds qui exécutent le nouveau code, eh bien en fait, ça va être l'ancien code qui va s'exécuter, et donc l'argent pourrait être dépensé. En 2 mots, soft fork, c'est quoi? C'est en gros créer une version des clients Ethereum qui empêche de débiter le compte qui a reçu en fait cet argent-là. Donc ça, c'est un hack. C'est comme un hack dans le système bancaire en fait qui dit ce compte-là, on n'a plus le droit de le débiter. Et hard fork, c'est un peu plus compliqué. L'idée, c'est en fait de revenir à la version de la blockchain avant l'exécution des transactions qui ont vidé le DAO, mais ça veut aussi dire de sortir toutes les autres transactions de la blockchain, ce qui est plus problématique. Il faut savoir que le problème là n'était pas du tout lié à Ethereum, contrairement à ce que j'ai encore entendu récemment dans d'autres conférences. Le problème, il est lié à la façon dont les développeurs ont développé ces smart contracts là. Question soulevée, évidemment, les gens sont un tout petit peu plus frileux pour une utilisation généralisée de ces blockchains. La fin de GDAO, probablement la fin de celui-ci, mais on va revoir probablement d'autres systèmes, parce que le système a quand même fait ses preuves. Aujourd'hui, il est corrigé, jusqu'à ce qu'on trouve une autre faille, il est considéré comme safe. L'impact financier, il est limité, c'est quand même 50 millions d'euros, mais ça aurait pu être découvert beaucoup plus tard et aurait pu être beaucoup plus important. Et tout ça pour dire que ce qu'on dit sur la blockchain, on dit « the code is the law ». Et donc, le rôle du développeur, il est beaucoup plus important que dans les systèmes classiques où on a tout un tas de barrières contractuelles, administratives, réglementaires, en fait, pour éviter des choses et retomber sur nos pieds si des choses interdites se passent. Là, si des choses c'est pas interdit, c'est pas prévu, en fait, mais par contre, c'est dans la loi, puisque si the code is the law, comme le code l'a permis, c'est dans la loi. Hein. Donc, c'est pas évident de dire que c'est interdit. Donc, la qualité des développements, en fait, elle est primordiale encore. Elle est importante à l'heure, mais elle est encore plus importante ici. Et ce qui est perturbant, c'est que ça a l'air simple. Quand vous regardez Solidity et la taille d'un smart contract, ça a l'air simple. Quand vous regardez le nombre de lignes du smart contract qui a été hacké, là, si vous ne connaissez pas l'erreur et que vous essayez de la trouver, ça va être difficile. Parce que c'est vraiment lié au mécanisme et à l'architecture de fonctionnement des blockchains. Et donc, il y a le pattern Oracle de tout à l'heure, en fait, avant que ce pattern-là soit déployé, on voit encore beaucoup d'ailleurs de contrats, si vous allez voir sur la blockchain publique Ethereum, qui vont aller chercher des informations à l'extérieur directement, alors que ça marche pas, ça marche juste pas, ça. Donc, ce sont des patterns de développement qui sont aussi disruptifs, puisque souvent on parle de rupture par rapport aux patterns classiques, et on s'improvise pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer, développeur blockchain. Alors si, on peut faire un petit cas sur sa blockchain privée pour montrer qu'on arrive à mouvementer de l'argent, à faire des mouvements de monnaie virtuelle ou à créer des smart contracts. Par contre, des choses qui résistent vraiment au piratage et qui résistent au hacking, c'est très compliqué à faire, c'est vraiment compliqué. Lisez, si vous cherchez ce problème-là, vous comprendrez en fait c'est quoi le problème de la récursivité là dont j'ai parlé. Vous verrez en quoi c'est compliqué. Avez-vous besoin d'une blockchain? Donc bon, là comme on n'a plus trop le temps, je vais faire vite, je vais pas reparcourir tout ça pour dire que ça c'est un slide qui dit la blockchain c'est pas la réponse, la baguette magique à toutes les solutions. C'est même la baguette magique à peu de solutions, à peu de problèmes. La solution a peu de problèmes. Par contre,
c'est utile dans certains cas. Donc, il faut avoir besoin d'une base de données, il faut que cette base de données soit hyper distribuée entre des acteurs qui ne se font pas forcément confiance les uns les autres, il faut avoir des preuves qui sont quasiment irréfutables, mais si vous passez au travers des yes là et que vous répondez oui à chacune des questions, ben effectivement, vous pouvez avoir des cas d'utilisation qui sont particulièrement adaptés à l'utilisation d'une blockchain publique, d'une blockchain hybride, voire même d'une blockchain privée, même si souvent la blockchain privée, c'est plus pour montrer qu'on a fait des développements sur la blockchain. Au départ, c'est pas fait pour ça. Les vrais cas d'utilisation en rupture sont sur des blockchains publiques, voire hybrides éventuellement. Quel use case, justement? Alors, un premier, Uberiser Uber. Pourquoi? Parce que, alors, ce que fait Slowkit, la société qui a fait ce fameux DAO, là, en fait, eux, ils font des objets connectés sur la blockchain pour faciliter des paiements entre objets. Donc là, l'idée, en fait, ça serait de dire, bah, j'ai mon application qui est connectée sur une blockchain. Et aujourd'hui, ce que fait Uber en particulier, outre de vous filer l'application qui vous géolocalise et vous permet de réserver le taxi, bah, il vérifie que après la course, en fait, eh bien, on a un paiement aussi qui est baquer directement à une course. On peut faire exactement la même chose sur la blockchain et donc se passer de cet intermédiaire-là pour faire en sorte que on vérifie que la course est faite et on vérifie que le paiement est effectué. Donc, idem pour Airbnb. D'ailleurs, le slogan de Slowkit, c'est des intermédiaires Airbnb. Par contre, quel business model pour la blockchain? Aujourd'hui, moi, j'aime bien dire que si on fait une comparaison, on est en fait autour des blockchains Bitcoin, là où on était avec Napster, Casa, un peu avant les années 2000. C'est-à-dire, en fait, on a des possibilités de faire un certain nombre de choses. On pouvait télécharger des fichiers entre personnes. Souvent, c'était interdit, pas parce qu'il est interdit de se télécharger des fichiers, mais parce qu'on fait télécharger des fichiers interdits. Donc, ces systèmes étaient arrêtés. Mais en fait, avant qu'on trouve un vrai business model, et par contre, le niveau de service était quand même intéressant. J'ai accès, si je veux une chanson, j'ai accès à cette chanson-là dans les minutes qui viennent, quasi instantanément, et je peux l'écouter autant de fois que je veux, sans être obligé d'aller acheter le CD, etc. Et ça pour gratuit, voire très peu d'argent. Ce niveau de service-là était intéressant. C'est pas évident d'en faire un vrai business model. Le business model de ce peer-to-peer-là, c'est quoi? Ben, c'est Spotify, Deezer, voire Apple Music. Vous avez le même niveau de service. Pour 9 € par mois, vous avez accès à tous les albums du monde. Enfin, beaucoup d'albums, on va dire, dans le monde. Et vous pouvez ne télécharger que la chanson que vous voulez écouter. Vous l'avez du streaming en temps réel. Ça a pris 15 ans, en fait, pour trouver les business models qui vont bien, avec des acteurs qui ont été très sensiblement impactés, puisque vous voyez que les prix étant pas les mêmes, la distribution des revenus n'est pas la même non plus. Aujourd'hui, on ne sait pas encore, en fait, ce qui va se passer avec ces technologies. Ces technologies vont évoluer, parce qu'il faut qu'elles évoluent pour pouvoir, en fait, permettre d'émerger de nouveaux business models. Mais qui est le Deezer ou le Spotify de demain, enfin le Spotify plutôt, de demain sur la blockchain, on ne sait pas encore aujourd'hui. C'est tout l'enjeu des expérimentations qui sont faites actuellement. Nous, on en fait un certain nombre dans des grosses institutions financières, alors ici et même sur Paris. C'est tout l'enjeu de ces expérimentations-là, de définir en fait qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de très différent de ce qu'on fait aujourd'hui pour exploiter les possibilités de la blockchain qui n'existent que sur les blockchains. Voilà, j'ai été obligé de sprinter un petit peu à la fin, j'en suis désolé, mais par contre, il reste du coup quand même un peu de temps pour les questions, pas longtemps, 5 minutes, c'est ça? 3 minutes pour les questions. Ah, donc il faut passer par une plateforme d'échange, donc il y en a plusieurs. Hein. En fait, il fait une plateforme d'échange qui est l'équivalent d'une banque, en fait, qui sont soumis en tout cas à la même réglementation qu'une banque, qui va vérifier ton identité par exemple. Et donc tu ouvres un compte sur cette plateforme-là, tu transfères de l'argent à un compte de ton compte en banque vers ce compte-là, et ensuite directement en fait il va te le convertir en Bitcoin, et ensuite tu vas avoir Bitcoin ou Ethereum si tu achètes des Ethers, et là tu auras une adresse sur laquelle tu peux dépenser ton argent, mais tu peux aussi en recevoir sur cette adresse-là. La différence en fait par rapport aux banques, c'est que on peut sur ces plateformes-là se créer une adresse, recevoir des bitcoins ou des ethers d'une autre adresse, sans que là ce soit possible de vérifier quoi que ce soit, ce qui ne demande pas l'origine des fonds à ce moment-là, ce qui normalement est requis dans le système financier normal, on va dire. Allez, oui. Qu'on met à jour une application. Ouais. Non, non, non. En fait, on va redéployer c'est un smart contract. Donc la partie back-end, c'est du smart contract. On va redéployer le smart contract en fait sur la même adresse. Donc un smart contract égale une adresse. Quand je le crée, je reçois l'adresse. Ensuite, je peux redéployer sur la même adresse en fait ce smart contract là.
Alors, il y a un certain nombre d'initiatives, R3 étant la plus connue, en fait, où des consortiums bancaires, en fait, se mettent ensemble pour imaginer des use cases autour de la blockchain. Mais ça fait pas de sens, en fait, que chaque banque déploie sa propre blockchain. Parce que déployer sa propre blockchain, ça serait refaire ses propres applications avec une autre technologie qui souvent est même moins bien et moins adaptée en fait à l'ensemble de ce que font les applications. Par contre, il y a un vrai intérêt, il commence à y avoir des initiatives à en fait partager un certain nombre d'informations autour de la blockchain et donner accès aux régulateurs, notamment à cette blockchain-là. Aujourd'hui, là aussi, un des cas en fait vraiment intéressant, c'est ce qu'on dit, c'est le coût du système financier. La régulation, en fait, c'est une grosse partie du coût du système financier. Donc, vérifier la compliance dans tous les sens, ça coûte beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que chaque banque a ses informations sur son système privé. Elle va les extraire pour en faire un reporting réglementaire qu'elle va envoyer au régulateur, qui va la vérifier. Et ensuite, on a toutes les batteries d'auditeurs qui vont vérifier que le reporting, c'est bien ce qui est dans le système d'information. Si on met tout ça sur la blockchain, en fait, directement, et qu'on donne accès à la blockchain au régulateur, eh bien, en fait, il n'y a plus de reporting et il n'y a plus d'auditeurs. Enfin, il y a des auditeurs mais en tout cas, ils ne vont plus devoir vérifier que le reporting réglementaire est conforme à la réalité des informations parce que ça sera garanti par la blockchain. Donc ça, c'est un des cas d'utilisation qui est intéressant parce que ça permet de limiter les coûts. Je crois qu'on a fini. Je suis à votre disposition si vous avez des questions et merci pour votre attention.